Aujourd'hui, nous recevons des auteurs qui, dans les livres d'effraie la chronique, ils ont tous décidé un jour de révéler la face cachée d'un milieu ou d'un personnage célèbre, bref, d'écrire leur vérité. Mais la vérité dérange parfois. Alors, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à écrire? Eh bien, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Pour le savoir, nous allons aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix opposer à chacun de nos auteurs une personnalité qui pense au contraire qu'il n'aurait jamais dû écrire ces vérités-là. Accueillons tout de suite ceux qui font scandale avec leur vérité. Voici tout de suite le journaliste Jérôme Béglé. Il est l'auteur de Célébrièreté, un livre dans lequel il critique la starisation d'inconnus à la télévision. C'est la télé-réalité. L'ancien cycliste professionnel Jérôme Ciotti, qui est auteur de Mon plein gré, un livre dans lequel il dénonce le dopage dans le milieu du cyclisme. Le journaliste écrivain Bernard Violet, qui est auteur des Mystères Delon, un livre dans lequel il révèle les multiples facettes de la star préférée des Français. Et enfin, l'universitaire et éditeur Guy Birenbaum, qui est auteur de Nos délits d'initiés, un livre dans lequel il dénonce les histoires cachées des hommes politiques et des personnalités influentes. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et aussi la confrontation avec ceux qui ne sont pas d'accord du tout avec le fait que vous écriviez des vérités, vos vérités, la vérité, je ne sais pas, on va en parler dans cette émission. Des invités qui ne sont pas d'accord avec votre démarche et qu'on va recevoir. Moi, j'aurais demandé, en écrivant des livres qui dénoncent quelque chose, est-ce que vous espériez déclencher la polémique? Bon, pas du tout, parce que je n'ai pas pensé un seul instant en écrivant le livre. C'était, j'ai pas l'impression en plus que ce soit vraiment un métier que d'écrire forcément des choses qui dérangent fatalement. Enfin là, vous vous attaquez à la télé-réalité. D'autres s'y sont attaqués avant moi et j'espère que d'autres s'y attaqueront après. Mais j'ai pas fait du tout ça pour faire scandale, loin de là. Hein. En tout cas, ça marche, c'est mieux. Bah, merci, grâce à vous. Et puis grâce à ceux qui achètent vos livres aussi. Jérôme Ciotti, en disant je me suis dopé, c'est pour ça que j'ai gagné, et tous les coureurs cyclistes sont des champions, mais c'est parce qu'ils se dopent, vous espériez faire scandale? Non plus, dans la mesure où je pensais que c'était un secret de polichinelle. Moi, j'avais l'impression que tout le monde savait. Très peu le disent, hein. Peu le disent, c'est ça le problème. Mais dans le milieu, tout le monde le sait. Donc c'est vrai que le milieu du cyclisme est un petit milieu fermé. Donc à partir de là, je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes propos. Vous n'êtes pas rendu compte? Ah non, certainement pas, puisque ça m'a coûté jusqu'à mon travail à une époque. Alors on va en discuter justement de l'omerta qu'il y a dans certains milieux, tous les milieux auxquels vous vous attaquez. D'ailleurs, Bernard Violet, vous vous attaquez à une légende, Alain Delon. Oui, vous m'attaquez. Non, je m'intéresse. Parce que c'est un personnage fascinant. Mais pour répondre plus précisément à votre question, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une polémique, un pataquès médiatico-judiciaire autour de la sortie de mon livre, la biographie consacrée à Delon. Je veux dire que c'est vrai qu'en général, quand il y a polémique ou scandale, entre guillemets, c'est vrai que ça fait vendre, tout ça. Mais enfin, justement, si on connaissait les recettes de ces scandales ou ces polémiques, on en ferait tous les jours, hein, des livres à succès, des best-sellers. Alors vous aussi, Guy Birenbaum, vous déclenchez la polémique avec votre livre. Vous êtes universitaire, vous êtes éditeur, vous êtes l'auteur de Nos délits d'initiés aux éditions Stock, un livre dans lequel vous dévoilez notamment la vie privée des personnalités et surtout des hommes politiques, ceux qui nous gouvernent. Très concrètement, qu'est-ce que vous révélez dans votre livre? Si je peux vous reprendre, moi, mon sujet, ce n'est pas la vie privée, ce n'est pas la question, c'est la vie privée de ceux qui s'en servent. C'est très différent. C'est-à-dire, j'essaye d'expliquer dans ce livre comment on nous vend une vie privée qui n'est pas la vraie. Je considère, moi, que j'ai rien à savoir. On n'a rien à savoir, ça ne m'intéresse pas. Mais le jour où des hommes politiques posent en photo dans des journaux, où nous mettent en avant une vie privée dont nous savons tous autour de cette table ici, dans ce studio, qu'elle n'est pas la vraie, il n'y a aucune raison que le téléspectateur de Vesoul ne sache pas la même chose que moi. Il n'y a pas de raison. Enfin, vous citez quand même, vous parlez de maîtresse de chef d'État, vous parlez de maîtresse d'hommes politiques très très connus, qui ne s'affichent pas justement avec ces personnes. Non, ils s'affichent avec d'autres. Ils s'affichent avec d'autres. Quel est le souci? Il y a un problème qui est un problème de cohérence et qui est un problème qui pose la question pour moi de la différence entre l'information et la communication, qui est une question absolument centrale. Est-ce qu'un journaliste est là pour accueillir la communication d'un homme politique sans jamais aller au-delà, ou est-ce qu'il est là... vous pensez, par exemple? Moi, je fonctionne pas comme une balance. J'ai pas envie de dire, je pense à machin, je pense à truc. Ça vous balancez dans votre livre aussi. Hein. Oui, mais parce que si j'avais pas mis le nom, on m'aurait dit de quoi vous parlez de X ou d'Y. Alors citez-les.
Mais je ne sais pas, on peut poser la question, est-ce que c'est possible de présenter un journal de 20 heures en étant la compagne d'un ministre? C'est une... Est-ce que c'est pas compliqué? Moi, je serais personnellement dans la situation comme intervieweur ou comme journaliste de traiter de sujets dont je suis extrêmement proche personnellement, et il n'y a pas besoin d'être ami pour être complaisant, de toute façon, j'aurais une difficulté déontologique. En tout cas, on a suffisamment critiqué Ockrent, on a suffisamment critiqué Sinclair pour au moins dire pourquoi ne le sait-on pas. Donc c'est ça. Alors ça, c'est la vie privée. Il y a aussi les abus de pouvoir. Il y a beaucoup d'histoires de stationnement, d'infractions code de la route de la part de ministres, etc. Est-ce que finalement, vous ne mélangez pas un peu tout pour histoire d'alimenter le côté un peu malsain? Non, cette critique a été beaucoup faite. Des puissants qui nous gouvernent, en gros. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est un mot dont je sais qu'il est complètement démodé, ça s'appelle l'exemplarité. Voilà. Moi, si on me donne des leçons toute la journée, on me dit il ne faut pas que tu prennes de drogue, il ne faut pas que tu boives d'alcool, il faut que tu conduises bien, celui qui me demande de faire ça, j'aimerais qu'il fasse la moitié de ce qu'il me demande. C'est tout. Votre livre se vend extrêmement bien. Vous en êtes à plus de 105 000 exemplaires, je crois. Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent comme ça à ces secrets, à ces délits d'initiés? Il n'y a pas un côté là aussi un petit peu malsain des gens qui aiment bien gratter sous le vernis? Vous vous souvenez, quand vous avez commencé votre émission, on vous a dit que finalement, on vous a fait les mêmes critiques qu'à moi. Parce que c'était une émission populiste. Donc moi, je suis populiste maintenant, je suis parfois traité de fasciste, on me dit que mon livre n'est pas un livre, mais une rafle. Toutes les critiques, je les accepte, je n'y réponds pas, la critique est légitime. Simplement, ce que je remarque quand je rencontre des lecteurs, et j'en rencontre dans des réunions, dans des librairies, parfois même dans la rue, ils me disent « mais on ne comprend pas les critiques qui sont faites à votre livre parce que nous, on l'a lu ». Et bien souvent, j'ai rencontré des gens en face de moi dont j'ai noté quand j'étais sur les plateaux de télé avec eux qu'ils n'avaient pas lu mon livre et qu'ils inventaient des histoires de coucherie alors que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, on parle de conflits d'intérêts, on parle de dérapage, on parle de liaisons qui posent des problèmes. Enfin, les coucheries, vous en parlez un petit peu quand même. Mais d'abord, comme le dit justement Bernard. Alors si c'est pas sale, pourquoi en parler? Parce que nous sommes dans la non-cohérence entre ce que l'on montre et ce que l'on fait. Et vous savez qu'il y a tout un débat sur le respect à la vie privée, puisque vous parlez de C'est mon choix, vous savez à quel point on respecte les gens. La vie privée peut avoir une incidence sur notre vie de citoyen. Le cas Mazarine, par exemple. C'est-à-dire que pour cacher Mazarine pendant 20 ans, on a créé une cellule antiterroriste à l'Élysée, en fait, qui n'était absolument pas contre le terrorisme, mais qui a été créée pour protéger Mazarine. Et au nom de cette protection, on a mis quand même 2000 journalistes et avocats sous écoute. Bernard parle d'écoute, et puis il y a le problème financier. C'est l'argent du contribuable, en fait. C'est votre argent, c'est l'argent des gens qui sont là. On parle de l'argent du contribuable. Est-ce que c'est normal que l'argent du contribuable serve à abriter des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes ou des cinquièmes vies? Je ne crois pas. Alors on va voir justement avec votre contradicteur si vous apportez les preuves de ce que vous affirmez. Mais est-ce que vous avez eu un retour des gens que vous accusez dans votre livre? Mais Evelyne, je suis un tout petit moustique sur un gigantesque rhinocéros. Moustique qui pique. Mais un moustique qui pique, rien du tout. Ils ont le cuir et la peau tellement dure. Croyez-moi, un homme politique, tous les matins, quand il se réveille, il avale un bol de crapaud. Je crois qu'il faut ramener le débat à sa juste mesure. Moi, je suis très inquiet quand je lis Jérôme Ciotti parce que dans ce qu'il dénonce, il y a mort d'homme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des produits interdits et qui en meurent sur le bord de la route. Moi, dans ce que je dénonce, il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas dans la même dimension. Et je crois qu'il faut raison garder. Et je pense que les gens qui m'attaquent, parfois, ne se rendent pas bien compte du niveau de leurs attaques qui ne correspondent pas du tout. Moi, je n'attaque pas. Je pointe ce qui ne marche pas. On va en discuter, puisque vous acceptez aussi qu'on discute de votre livre, bien sûr, avec le journaliste et producteur Paul Vermus. Il pense que vous avez tort d'écrire ce genre de vérité, de révéler ce qu'il estime être des rumeurs, puisqu'on parlait de preuves. Voici Paul Vermus. Paul Vermus, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, producteur, animateur, tous les dimanches sur France 3, Île-de-France, de Polémique. C'est dire que vous aimez bien justement la polémique. Vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous non plus. Pourquoi est-ce que vous dites que Guy Birenbaum n'aurait jamais dû écrire ces vérités-là? Parce qu'il a franchi pour moi la ligne jaune. Il y a l'article 9 du Code civil qui stipule que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Alors nous sommes en République. Et puisque nous sommes en République et que vous êtes un bon citoyen, ce que vous voulez nous faire croire, eh bien, on respecte l'article 9.
Moi, je suis très sensible à ce que dit Paul sur l'article 9, mais moi, je suis pour une évolution de la jurisprudence, et notamment de la jurisprudence sur l'article 9. C'est un vrai problème, si je peux vous répondre, Paul, parce que je pense qu'il y a une donnée qu'on ne prend pas en compte là, qui est une valeur qui est, je crois, prise en compte par la Cour de justice européenne, qui s'appelle la liberté de l'information. Oui, enfin, la liberté de l'information, ça apporte des dérives, et moi, je crains le pire, c'est-à-dire les dérives à la anglo-saxonne, où on va trouver dans la presse tout et son contraire. Mais on ne parle pas de la même presse anglo-saxonne. Moi, j'ai eu beaucoup d'articles dans des journaux extrêmement sérieux dans les pays anglo-saxons qui tous m'ont posé la même question. Pourquoi en France ne peut-on pas poser certaines questions à vos hommes politiques alors qu'ils s'affichent et qu'ils font de la communication à longueur de journée? Non, mais déjà, vous donnez une piètre image de l'homme politique. On les attaquait déjà pour des délits d'initiés, pour des fausses factures, pour des questoirs. Maintenant, vous nous montrez chez ces hommes politiques une vie dissolue, une vie de chef. On n'en a rien affiché. Je ne suis pas ça, ma critique. Ma critique, elle est plus grave que ça. Ma critique, elle est beaucoup plus grave que ça. C'est que dans ce livre qui est passionnant, et je jalouse votre succès, vous voyez, je suis honnête. Hein, faut balancer plus, Paul. Hein. Comment? Faut balancer plus. Il est trop bien élevé, Paul. Non, vous faites une accumulation de rumeurs. Et si je suis méchant, je dirais de ragots, d'intox. Et je vous reproche, moi je suis journaliste, et quand je fais un livre, j'enquête, je suis témoin, j'observe, tout ce que je raconte, je l'ai vécu. Et vous, non, ce n'est pas du journalisme d'investigation, c'est ça mon reproche. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à Guy Birenbaum? Vous dites que c'est des ragots, mais il n'apporte aucune preuve? D'abord, oui, il n'y a aucune preuve, puisque ce sont uniquement des rumeurs. Et puis moi, il y a un truc qui est très simple. Vous franchissez cette ligne jaune. Moi, j'aimerais pas qu'on s'intéresse à ma vie privée, vous non plus, j'imagine. Vous n'êtes pas élu, Paul. Comment? Vous n'êtes pas élu, Paul. Non, je m'excuse de vous le rappeler. Pourquoi c'est écrit dans la Constitution, quand on est élu, on n'a pas le droit à sa vie privée? Non, ce qui est écrit, et je m'excuse, vous n'avez peut-être pas entendu le début du propos et de l'échange qu'on a eu. Il n'est pas sourd, Paul Verboom. Je pense que Paul n'est pas sourd et qu'il a très bien compris. La vie privée dont on parle, c'est celle de ceux qui s'en servent et qui l'instrumentalisent à vos dépens et aux dépens des citoyens qui sont là. C'est pas la vie. Moi, je dis, Madame Raffarin, elle m'intéresse pas, je sais pas qui c'est. Madame Jean-Louis Debré, je ne l'ai jamais vu. Il y a des gens qui ne s'en servent pas. Écoutez, franchement, qu'est-ce que ça peut faire qu'une productrice de télévision vive avec un ancien ministre, aujourd'hui député? Dans ce pays, celui qui pointe des dysfonctionnements, celui qui dit ça ne marche pas, c'est lui qui a tort. C'est pas celui qui, tous les jours, fait l'excès de vitesse, qui, tous les jours, prend des produits qu'on n'a pas le droit de prendre, c'est celui qui dit ça marche pas. Ciotti, c'est lui qui est sorti du peloton. C'est pas Armstrong, c'est Ciotti. Lui, il est dehors. Armstrong... Oui, mais là, je ne parle pas de Ciotti, je parle de vous. Non, oui. mais moi, je parle de Ciotti. Ma critique à votre égard, et pardon, hein, c'est d'utiliser un peu la braguette pour vendre du livre. Et non, ça me gêne terriblement. Mais Paul, ça, je ne pense pas, parce que vous parlez d'un tiers du bouquin. Un tiers du bouquin. Vous ignorez délibérément dans cette conversation tout ce qui concerne l'argent public, tout ce qui concerne... Parlons-en justement de l'argent public. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez à redire à ça, effectivement, si Guy Birenbaum dit c'est avec l'argent du contribuable que, etc., etc. Je crois que Paul s'en fiche. Non, il ne s'en fiche pas, sinon il ne serait pas là. Non, vous savez, je paye des impôts, ils sont chers. Oui, chers. Bon, bien, malgré cette baisse de 3%, les impôts, on est vraiment très taxés. Quand vous citez l'exemple de Mazarine et de Mitterrand, exceptionnellement, je lui donnerai raison, très exceptionnellement. Je suis content, j'aurai donc raison dans 10 ans pour la suite de mon livre. Quand vous parlez du fils nippon, du chef de l'État, qui est une rumeur. Est-ce que vous avez été voir? Est-ce que vous avez été enquêté? Mais oui. Paul, ne racontons pas d'histoire aux téléspectateurs. C'est pas du tout ça que j'écris. J'écris mais vous avez la preuve de ce que vous affirmez, Guy Birenbaum? C'est pas ça que j'écris dans le livre. Je m'excuse si je peux vous dire ce que j'écris dans ce livre. Il y a un chapitre entier qui vise, pour terminer, à poser une question. Il y a effectivement dans ce pays une rumeur qui existe, une rumeur, c'est le terme... Oui, mais avec vous institutionnalisez la rumeur. Non, mais ça, c'est... Mais non, Paul, laissez-moi finir. Il y a une rumeur dans ce pays, c'est-à-dire que dès que 5 journalistes sont ensemble dans une pièce, c'est... alors, t'es au courant pour le fils de machin? Alors, cette rumeur existe. Je fais donc un travail tout bête. Je recense dans tout ce qui a été écrit, dans tout ce qui a été produit et dans des livres, parce que la vérité est souvent dans les livres plus que dans les journaux, malheureusement. Je voudrais vous traduire votre pensée. Ce que vous voulez dire. Je ne peux pas finir. Je dis donc, voilà, vous avez tout ça qui existe. Je dis donc, quand on fait le métier de journaliste politique, et ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas journaliste politique, quand on a en face de soi la personne dont il est question, on peut éventuellement, si on a un tout petit peu de conscience professionnelle, lui dire, voilà, monsieur le il y a un problème, il y a une rumeur,
tordez le cou. Enfin, c'est une pas ça. question. Moi, je vous... Question qu'on peut poser après l'avoir précédé d'une longue enquête, par exemple. Pourquoi les juristes politiques ne sont pas allés enquêter pour pouvoir vérifier si cette information est fondée ou pas? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, la vie privée des hommes politiques? Qu'est-ce qu'on s'intéresse à votre vie privée? Bon, il y a un exemple qui est bon, c'est celui de Mazarine et du président Mitterrand, je vous l'accorde. Mais le reste, l'argent, c'est ça qu'on veut dire. Le ministre, une aventure avec quelqu'un, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est ça, c'est ça. Nous posons la même question. Une incidence sur notre vie de citoyen. Alors Bernard Violet, vous attaquez, puisqu'on parle de vie privée. Je m'attaque à personne. Je m'intéresse. Vous vous intéressez, c'est certainement pas ce qu'a pensé Alain Delon, mais en tout cas, vous vous intéressez au mystère Delon. C'est le titre de votre livre. C'était aux éditions Flammarion. Je rappelle que vous avez été journaliste pendant 11 ans à France 3, puis à TF1. Cette biographie d'Alain Delon a tenté de l'empêcher. Hein, et puis finalement, il n'y est pas arrivé. Comme tous, parce que j'ai auparavant travaillé sur des biographies de Cousteau, de l'avocat Vergès, de Carlos, mais vous faites etc. ça sans leur autorisation? Tous ont essayé de me faire interdire la parution de bouquins. Est-ce que vous écrivez des biographies sans leur autorisation? Bien sûr que non. Enfin, je veux dire que c'est pas une question d'autorisation ou pas. Je sais pas, j'aimerais pas que vous écriviez un livre sur moi, par exemple, sans que je le sache. Ça me paraît logique, non? Vous avez envie d'écrire demain une biographie de Jacques Chirac et que vous allez demander autorisation à Jacques Chirac de pouvoir écrire sa biographie? Ça me paraît très normal, non? Non, c'est le même travail. C'est le même travail. Non, je sais pas, je vous demande, j'ai jamais écrit de biographie. Non, mais dans ma fonction de journaliste, est-ce que j'allais demander auparavant à la personne intéressée si j'ai le droit d'écrire sa biographie dans un pays où la liberté d'expression existe? Cela dit, là vous avez raison, et le public a raison, c'est que quand je commence à travailler, et à la fin en général de mes enquêtes, qui sont assez longues, 2 ans, 3 ans, je sollicite l'intéressé. Je dis voilà, je travaille sur votre vie, sur votre œuvre. En général, c'est surtout l'œuvre qui m'intéresse, c'est moins la vie personnelle que les créations des uns et des autres. Bon, voilà, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Quelquefois, comme à Vergès, je vais envoyer un questionnaire représentant à peu près 200 questions. Bon, est-ce que vous acceptez d'y répondre ou pas? C'est leur droit aussi de refuser, et parfois également d'accepter. Pour Johnny Hallyday, ça s'est passé sans problème. Johnny a accepté de coopérer. Bon, mais je veux dire, s'ils avaient refusé... Qu'est-ce que vous avez bien pu écrire qui est froissé autant M. Delon, puisqu'il vous a fait... Il a tenté, il a fait 6 procès. Oui, mais il a voulu me faire interdire un bouquin avant qu'il ne soit écrit. Alors, c'est là que ça a fait fort de café. Parce qu'il vous connaissait, c'est ça? Mais non, tous. Elle avait peur de ce que vous alliez dire? Tous. Mais est-ce qu'il n'est pas légitime? On ne tolère pas, dans ce pays, qu'on ait une star, devoir écrire des biographies, ce qu'on appelle non autorisées, mais qui est une notion anglo-saxonne, si vous voulez. Bon, en France, il faut avoir l'aval de la personne pour écrire. Enfin, moi, je trouve ça un peu gros. C'est la même chose pour un article de presse dans un journal. On n'a pas sollicité pour écrire. Bernard, pour être très concret, qu'est-ce que vous révélez dans ce livre qui a pu gêner M. Alain Delon, même si ça s'est fait avant? Ils ont tous construit, au bout d'une belle carrière, des belles images, quitte à raconter parfois des bêtises sur leur biographie officielle, modifier des dates, modifier des diplômes, etc. Bon, que je trouve normal en tant que journaliste historien de remettre les pendules à l'heure, de rectifier certains faits. D'abord, c'est les faits qui m'intéressent. Bon, alors pour répondre plus précisément à votre question, qu'est-ce qui pouvait gêner avant qu'il ne soit écrit le bouquin que j'ai consacré à Delon? Bon, c'est un certain nombre de choses que je laissais transparaître dans le fameux synopsis qui est un petit recueil de 4-5 pages adressé à l'éditeur, et on raconte on écrit ce qu'on envisage d'écrire, et les pistes de travail sur lesquelles on souhaite travailler, etc. Puisqu'au départ, il n'y avait pas eu d'enquête, il y a juste un projet, si vous voulez. Bon, et puis il y a eu tout le pataquès, effectivement. Ce synopsis a été filé en douce à Delon par mon éditrice de l'époque, qui m'a un peu poignardé dans le dos, et il a effectivement vu rouge, comme il voit tous rouge. Bernard Violet, on va en discuter avec votre contradicteur. On a dit qu'on pouvait être long, alors moi j'en profite. Ah bon, pour une fois, vous êtes une des rares, je peux me permettre, justement, animatrice, qui avait un don d'écoute extraordinaire, qui laissait parler ses invités. Ça, c'est assez rare. C'est gentil, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas le débat, et justement votre contradicteur est là, il est dans les coulisses, il a entendu le début de votre conversation. Il s'agit de Michel Soyer, qui est organisateur de soirées mondaines. D'après lui, il est absolument impardonnable de vouloir détruire le mythe de Delon. Le voici. Michel Soyer, bonjour. Bonsoir Marianne. Pardon? Vous êtes la future Marianne, je crois. Alors bonsoir Marianne. Bon. Merci, mais c'est encore Evelyne. Hein. Facile.
Michel Soyer, vous êtes organisateur de soirées mondaines, notamment du bal de Paris. Pourquoi est-ce que vous dites que Bernard Violet n'aurait pas dû écrire ces vérités-là? Eh bien, moi, je passe ma vie à travailler dans le show business, dans les gens de la jet set, comme on dit avec des guillemets, le Gotha. Je travaille pour eux, je les vois tous les jours. Et si j'étais Alain Delon, ce que je ne suis pas, eh ben je serais quand même très frappé de voir que je vous ai interdit de parler de moi, vous passez outre. C'est vrai que la justice ne lui a pas donné raison, mais malgré tout, sans parler de l'article 9, c'est ça, on a peut-être droit au respect de sa vie privée. Et je pense que là, vous vous êtes servi de la notoriété internationale d'un type comme Delon pour faire du fric. Et je crois que votre livre... J'ai pas fini. Je crois que votre livre, ce qui compte, c'est la couverture. C'est-à-dire que c'est un polar, c'est un livre choc. C'est vrai qu'on voit le samouraï, on voit tout ça dedans, bon, formidable. Mais quand on l'ouvre, finalement, il n'y a plus tellement grand-chose parce que tellement d'avocats sont passés derrière le texte pour l'édulcorer, éviter les futurs procès, etc., que finalement, je ne sais pas si les gens n'ont pas acheté ça pour mettre sur la table de salon. Et on n'a pas de grande révélation. Alors, vous l'avez lu? Oui, j'ai lu votre bouquin. J'ai surtout lu un bel article de Libé qui n'est pas très sympa avec vous il y a un peu plus de 2 ans, et qui explique justement que finalement, vous avez vraiment utilisé Alain Delon, vous avez fait un grand tirage, et là on est en plein dans la culture trash, dans la culture grand public, etc., dont tout le monde se repère. Qu'est-ce qu'on apprend? Moi, ce qui me gêne, c'est que d'une part, on a vraiment besoin en France de stars. On en a très peu, le cinéma se porte pas très bien. Vous dites on casse le mythe? Alors voilà, on casse le mythe, c'est-à-dire qu'on a une star, gardons nos stars, c'est pas la peine de les faire descendre du piédestal. Moi, c'est très important que Alain Delon et ses confrères, ses consoeurs restent très en haut, ça fait rêver, c'est notre puissance, bon, c'est le cinéma français. Vous le cassez, mais qu'est-ce que gagne le cinéma dans votre bouquin? Rien du tout. Alors vous avez gagné beaucoup de sous, vous avez gagné beaucoup d'argent avec ça, hein, et moi je trouve que c'est pas bien utiliser l'argent, c'est expliqué au début, si on connaissait les recettes des livres qui marchent, des best-sellers, on en ferait toutes les semaines. Bah c'est quoi votre prochain livre Delon est mon 15e bouquin, bon, et mon premier grand succès, effectivement, même si Cousteau... Bernard Violet, vous avouerez qu'en ce moment, de cracher dans la soupe ou de dévoiler les mystères d'un milieu assez fermé, ça marche bien. À quel sujet? J'ai pas compris. Oh, c'est une tendance en ce moment, non? Non, mais attendez, qu'est-ce que vous attendez? Alors, par rapport à l'article 9, la vie privée, je veux dire que s'il y avait des atteintes à la vie privée dans mon bouquin, il aurait été interdit. J'aurais perdu tous mes procès. Je les ai gagnés. Donc je respecte, je travaille dans le cadre de la loi, d'une part. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé de trash dans le bouquin? Je voudrais bien savoir. Moi, je trouve que tous les gens qui l'ont lu, je veux dire, commencez par vos collaboratrices, ont trouvé, mais non, on ressort de ce bouquin facile, c'est des grosses ficelles, on fait rêver les gens avec des grandes histoires, etc. Vous savez, moi, je trouve que c'est un individu, excusez-moi, qui a un charme fou, aussi bien au niveau des hommes que des femmes. Bon, son côté voyou a toujours plu aux femmes, c'est une partie de son succès. Il ne faut pas lui enlever. Alors, c'est vrai qu'on a tous nos défauts. Moi, je vis dans ce milieu. Bon, il y a des gens qui ont des défauts, qui ont fait des erreurs, des conneries, etc. Hein, dans leur vie. Il n'empêche que ce sont des gens qui ont un vrai talent, qui sont des vrais stars, qui sont des locomotives. Ne cassez pas ça parce que tout le monde y perd. Peut-être pas vous. Je pense pas que j'égratigne peut-être des mythes. Qu'est-ce qu'on attend de la part d'un biographe? La légende ou la vérité? La légende. La légende. Quand on est une star, on vit sur une légende. Ne cassez pas cette légende, s'il vous plaît. Comme je disais tout à l'heure, le plus important quand même dans les bouquins que je fais, que je leur consacre, c'est quand même leur œuvre, que ce soit Cousteau par rapport à la plongée sous-marine, ces films qui ont marqué quand même plusieurs générations, etc., qui ont sensibilisé ta génération aux choses de la nature, etc. Bon, Delon également, qui reste un classique, Delon des années 60, parce qu'après, je crois que ça s'est gâté. Bon, ça dit, même si j'égratigne un peu les légendes, comme vous dites, ou les mythes, je pense que je rapporte aussi avec mon travail une part d'humanité. Mais vous ne pensez pas que quand on vous dit non, ne faites pas ça, vous passez outre, c'est comme si vous faites ma photo et je vous interdis de prendre en photo. J'ai droit à mon image. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Les hommes publics n'ont pas le droit justement à avoir un petit peu de vie privée, de vie secrète, de vie cachée? Ils exposent leur vie privée, je veux dire, dans les compagnie, je veux dire, bon à la limite, ça viendrait justifier la curiosité du journaliste. Je ne pense pas qu'Alain Delon ait exposé la vie dont vous parlez dans votre bouquin. Non, attendez, il n'y a rien de croustillant, il n'y a rien de trash, comme vous le dites, dans mon bouquin. Que j'aborde son enfance, qui fait partie de sa vie personnelle, d'après la loi, que j'aborde ses différents mariages, il les a exposés, et je pense, bon, elles ont pu influencer certaines de son parcours et son œuvre. Bon, cela dit, quand ma curiosité est justifiée également, quand ces gens-là, qui sont des stars, comme vous dites, et à juste titre, bon, ont également une influence morale, peuvent avoir une influence, ils sont des autorités morales, peuvent influencer notre vote de citoyen. Je vous rappelle quand même, M. Delon, en 1984, a appelé
les Français à voter Le Pen. C'est quand même pas rien. Mais il ne faut pas casser le mythe. C'est important de le dire. Monsieur, un comédien joue toujours un personnage. Alors, laissez-lui son personnage, c'est ce qu'on aime chez lui. C'est pas la peine de nous raconter des conneries sur Alain Delon. Il en a fait plein, certainement, comme d'autres personnes. Mais peu importe, ça ne nous intéresse pas. C'est un comédien, il joue un personnage. Là, vous avez un auteur qui écrit une biographie non autorisée, puisque c'est son choix. Mais vous, le livre s'est vendu à 100 000 exemplaires pour l'instant. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Donc, il y a 100 000 des gens pour l'acheter. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est de la trash. Voilà, c'est la culture populaire, on est dans l'Ohana, on se repaît de noms connus. Moi, ce qui m'intéresse dans Alain Delon, c'est ce que je vois sur un écran. C'est ce que j'achète, c'est son talent. Le reste, je m'en fous complètement. La face cachée des gens, c'est la face cachée des gens, chacun a ses défauts, encore une fois, on s'en moque. Jérôme Ciotti, vous vouliez intervenir. Le prétexte qu'on est un mythe, on a le droit de se droguer, de boire de l'alcool, de passer outre toutes les réglementations. On a le droit de vivre la vie qu'on a envie de vivre et qu'on vous fiche la paix. Moi, les gens que je vois toute l'année, eh bien, ils ont envie d'être indépendants. Oui, un mot. Votre job précis, c'est quoi? C'est d'organiser des grandes fêtes, des soirées. Pour un certain nombre de gens qui participent. Vous gagnez de l'argent avec ça? C'est mon métier, tout à fait. Voilà. Mais vous gagnez de l'argent, donc moi, sur le dos de du mal de personne. Je ne dis du mal de personne. Non. Je mets en avant les gens. Vous profitez. Vous savez, comme ces petits oiseaux qui vivent sur le dos des rhinocéros et qui mangent à l'intérieur de leur bouche. Pas vraiment, parce que nos balles, ce sont des balles caritatives et on ramasse du fric pour les gens qui en ont besoin. Alors là, on n'a rien à dire. Alors ne dites rien, merci. On va poursuivre avec Jérôme Ciotti. Vous êtes ancien coureur cycliste, vous êtes champion du monde de VTT, champion de France de cyclocross, coureur cycliste dans l'équipe Festina. Vous êtes auteur donc d'un livre qui s'intitule De mon plein gré, phrase célèbre, aux éditions Calman Lévy, un livre dans lequel vous brisez la loi du silence et c'est pas très courant dans le milieu du cyclisme. Vous dénoncez le dopage, votre propre dopage et aussi le dopage des autres, notamment lors du Tour de France. C'est un livre qui s'est vendu à 15 000 exemplaires jusqu'à présent. Très concrètement, vous révélez quoi dans votre livre ? Voilà la façon dont procède une grande partie du cyclisme professionnel français et international. C'est-à-dire qu'on ne nous fasse pas croire que les contrôles antidopage servent à quelque chose, c'est pas vrai. J'en ai subi plus de 50 dans ma carrière, ils ont tous été révélés négatifs. Et pourtant, vous êtes shooté. J'ai utilisé de l'OPO, de l'hormone de croissance, de la testostérone, des corticoïdes, des vasodilatateurs, des bronchodilatateurs. Tout cela sont sur la liste des produits interdits et sont complètement indécelables lors des contrôles. Vous dites d'ailleurs que vous avez commencé à gagner le jour où vous êtes drogué ? Voilà, oui, c'est vrai que de toute façon, la démarche a été là. C'était pas seulement pour gagner, mais c'était surtout pour gagner beaucoup d'argent. Parce que je me suis retrouvé à 22 ans avec des athlètes qui gagnaient 500, 600 000 francs par mois. Et que j'étais au SMIC à cette époque-là, je me suis dit, bon, mais... Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi, exactement. Et finalement, vous arrivez à la conclusion que à peu près tous les coureurs qui gagnent sont des coureurs qui se dopent ? On ne va pas généraliser, mais en tout cas, une grande partie du peloton international, oui, continue à se doper aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de briser cette loi du silence ? En tout cas, c'est ce que vous dites. Ça a été une accumulation de choses, en fait. Il y avait la naissance de ma première fille, qui a quand même été un gros déclic. Le ras-le-bol de ma femme, parce que c'est vrai que j'ai toujours fait ça devant elle. Je ne me suis jamais caché de rien, et dans le milieu et en dehors. Donc c'est quand même assez pesant pour son conjoint. Et puis voilà, mon entraîneur qui me poussait à arrêter, l'hypocrisie vraiment constante du milieu, parce que quand vous les écoutez, ils n'ont jamais rien vu. C'est terrible, en plus dans votre livre, on a l'impression que c'est une vraie pharmacie ambulante. Mais aujourd'hui, le coureur cycliste, c'est ça, malheureusement. Si on pouvait rentrer dans les coulisses après l'arrivée d'une étape du Tour de France, on se rendrait compte que Armstrong n'est certainement pas un mythe, par exemple, ou bien d'autres, parce que je parle de lui, mais on pourrait parler de beaucoup de coureurs cyclistes de haut niveau et surtout aussi de professionnels hors cyclisme, parce qu'on s'attaque beaucoup au vélo, mais tous les sports sont gangrénés aujourd'hui. C'est terrible, il casse le rêve, c'est pareil. Ah mais tout à fait. Et alors le Tour de France, c'est terrible, parce que c'est quand même un des sports il a raison. Le vélo est un des sports les plus populaires, et le Tour de France, un mythe aussi pour tous les Français. Quelles conséquences Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on veut continuer à laisser cette part de rêve aux jeunes et leur dire allez-y, passez professionnel, mais on oublie de leur dire que voilà, ils vont devoir passer par ce schéma que j'ai parfaitement connu moi pendant 5 ans. Vous avez eu peur pour votre vie ? Non, pas jusqu'à présent, mais c'est vrai que pour l'avenir, oui, j'ai peur, parce qu'aujourd'hui, les produits que les coureurs utilisent sont en phase carrément d'expérimentation, ils ne sont même pas dans le commerce. C'est pas de l'aspirine. Voilà. Quelles conséquences ça a eu les révélations que vous faites dans votre livre sur votre vie ? J'étais le vrai paria du cyclisme international, c'est-à-dire que d'abord j'ai perdu mon travail parce que mon employeur ne souhaitait pas avoir l'image que je véhiculais une fois mes dénonciations faites. Donc ça a été difficile de retrouver un employeur. Heureusement, il restait quelqu'un d'intègre dans le milieu, ce sont les cyclistes qui ont été mon employeur jusqu'à dimanche dernier,
jour de ma retraite. Mais voilà, quoi, c'est les journalistes sportifs qui copinent avec les amis qui vous tournent le dos. Sur la centaine de coureurs cyclistes pro que j'ai côtoyés pendant 4 ans, un est resté mon ami. Ce sont que des choses comme ça, quoi. Alors justement, puisque vous parlez de journalistes sportifs, on va en accueillir un et non des moindres. C'est un des journalistes sportifs les plus populaires en ce moment en France. Il s'agit de Nelson Montfort. Il va nous dire ce qu'il pense de ce livre et notamment, il pense que vous avez tort de l'écrire. Nelson Montfort. Nelson, bonjour. Vous êtes venu dire aujourd'hui que Jérôme Ciotti, que vous connaissez, je suppose bien, a eu tort d'écrire ce livre. Pourquoi? C'est-à-dire que je suis un petit peu partagé, parce que quand on voit Jérôme avec son sourire vraiment désarmant et sa sincérité apparente, c'est un petit peu désarmant, effectivement, de se retrouver face à lui. Ce que je souhaite dire, ce que je souhaite poser comme question à Jérôme, c'est la suivante. Si toutes les affirmations dans ce livre sont vraies le concernant, pourquoi avoir attendu si tard pour les publier? Pourquoi, comment avez-vous pu subir tout cela dès votre plus jeune âge? Parce qu'il y a des pages sur le cyclisme amateur dès l'âge de 15 ans dans le livre de Jérôme. Pourquoi et comment avez-vous pu subir tout ce que vous dénoncez une fois votre carrière terminée? Parce que tout simplement, dès qu'on passe professionnel, et moi en l'occurrence à 22 ans, on est jeune, on manque un petit peu de maturité. Et puis voilà, parce que j'ai très vite été accepté par le milieu. Et donc, à partir de là, c'est vrai que c'était une façon facile de gagner ma vie. C'était l'appât du gain, c'est ça, hein? L'appât du gain, exactement. Et puis bon, après, avec... Manger. Et oui, il y a ça aussi. Mais il y a vraiment, dans votre livre, il y a 2 livres dans un même livre. J'ai l'impression qu'il y a 2 Jérôme Ciotti. Il y a le début de votre livre qui est très émouvant. Vous parlez de votre enfance à Millau, vous parlez de vos premières rencontres, vous parlez de tout ça, la façon dont vous avez rencontré votre épouse, etc. Vous parlez de tous vos rêves. Ça, c'est la partie Dr Jekyll. Et puis après, si je peux permettre cette expression, et puis après, il y a les 3/4 du livre où nous sommes vraiment face, non pas à Mr Hyde, ça serait un petit peu exagéré, mais nous sommes face à vraiment des démons que vous dénoncez, mais que vous dénoncez une fois que vous avez quitté la place. Et c'est ça ce qui est un petit peu gênant. Mais c'est vrai ce qu'il raconte ou c'est pas vrai? Écoutez, Evelyne, moi, en ce qui concerne le témoignage propre de Jérôme, s'il le dit, j'imagine que c'est vrai. Il le dit lui-même. Mais les rumeurs quand de dopage, il se met à dénoncer, non, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que Paul parlait tout à l'heure de l'article 9, il y a un autre article dans la Constitution française qui est celui de la présomption d'innocence. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que quand Jérôme attaque, avec quelle preuve, je ne sais pas, mais en tout cas attaque certains des plus grands cyclistes du monde, certainement le plus grand cycliste du monde aujourd'hui. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que quelle preuve y a-t-il? Je vous vois sourire, Jérôme, oui, ça etc. me fait rire, hein. Je vous vois sourire. Votre exemple, nous sommes ici prêts à le croire. Il vaut ce qu'il vaut, à mon avis. Il aurait été plus fort de l'écrire avant, mais votre exemple, nous sommes prêts à vous croire. Mais je ne veux pas employer le mot dénoncer, mais enfin dire en citant des noms, les autres qui, à ma connaissance, ne vous ont pas répondu, en tout cas n'étaient pas là pour se défendre, j'aimerais savoir, ça n'a pas l'air de vous ressembler, ça. Quand on vous voit là, sourire avec ce sourire, c'est vrai, il sourit tout le temps, ça n'a pas l'air de vous ressembler. Si les cyclistes que, entre guillemets, je mouille dans le livre... avec non, pas entre guillemets, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de guillemets. Vous ouvrez, je l'ai lu, votre livre, j'ai même lu 2 fois. Il est sorti en 91. C'était certain que je dis que des mensonges, ils m'auraient attaqué. Vous connaissez le monde de l'édition un petit peu. Et je n'ai subi qu'un seul procès, c'est celui d'un médecin. Mais voilà, après les coureurs, vous savez, le milieu cycliste est un milieu très petit, très fermé, donc ça va très vite pour connaître les cyclistes. Vous citez quand même pas mal de noms, vous citez quand même... Vous citez un certain docteur Mabuse, j'imagine que c'est un pseudonyme. Je veux dire, vous allez quand même... C'est un pseudonyme. Oui. Sur Armstrong, moi je l'ai lu le livre parce qu'on a failli faire une émission ensemble une fois. Il y a eu grève. C'est peut-être pas un hasard. Non, ce que moi je vous reproche, c'est la délation. Arrêtons ces procédés qui sont inadmissibles. Je veux dire, comment expliquez-vous que chaque année le Tour de France aille plus vite? Pardonnez-moi, je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. Si. Il n'a jamais été aussi vite que cette année. Je demande à vérifier cette information. Je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. Jérôme, demandez à un professionnel. Les 2 dernières moyennes du Tour de France sont les 2 plus rapides ces 2 dernières années. De toute l'histoire. Et les premières statistiques sur l'espérance de vie d'un vainqueur de Grand Tour, que ce soit Tour de France, Tour d'Italie ou Tour d'Espagne,
est en train de chuter. Le vainqueur, son espérance de vie est en train de chuter. Jérôme, je vous souhaite de vivre centenaire parce que vous êtes vraiment plutôt quelqu'un de sympathique. Mais je peux apporter, si vous me le permettez, Guy, je peux apporter une petite contradiction à ce que vous dites, puisque nous en parlions tout à l'heure, et vous citez l'exemple de l'athlétisme dans votre livre. L'athlétisme, au contraire, qui paraît-il est suspecté de tout également, de tous les produits dopants du monde, n'a jamais été aussi lentement, lentement entre guillemets, parce que 10,07 sur 100 mètres, c'est quand même pas... Nelson. Il n'a jamais été aussi lentement. Mais on sait que... pourquoi. Parce que cette année, les championnats du monde, vous êtes bien placé pour le savoir, étaient en France et que les athlètes américains ont eu peur. Non, ça ne concerne pas que les Américains. Ça ne concerne beaucoup pas que les d'Américains. Américains. Et qu'ils ont quand même... On a eu bizarrement la finale du 100 mètres et pratiquement la plus lente de toute l'histoire, justement. C'est exact. Juste en un mot, Jérôme Ciotti, pour le commun des mortels, qui n'est pas un spécialiste du vélo, vous dénoncez des choses. Paul Vermus, vous disiez tout à l'heure, mais que fait la police? Pourquoi il n'y a pas plus de contrôle antidopage sur le Tour de France, puisque vous dites que tout le monde est drogué? Non, les contrôles, ils ne servent à rien, je vous l'ai expliqué. On ne détecte rien, on ne détecte pas les produits. Mais pourquoi il n'y a pas de bons moyens de détecter? Parce que ça, pour moi, c'est simplement une question politique. Il faudrait demander à chaque décision politique une réponse, je pense. Ça rapporte un argent fou, le Tour de France. Et puis surtout, on a parlé beaucoup du dopage, mais on n'a pas tellement parlé des courses arrangées. C'est quelque chose qui existe également dans le vélo. Ce sont des choses que j'ai fait moi à l'époque pour obtenir un titre de champion de France. Et voilà, ce sont des choses qui sont vraiment concrètes et que j'invente pas, quoi. Vous avez jamais regretté d'avoir écrit ce que vous avez écrit? C'est quand même une partie de votre vie aussi. Si, d'avoir été pendant 5 années un coureur cycliste professionnel. D'être un paria maintenant, ça doit et être penser terrible pour surtout que j'étais au-dessus des lois, parce que c'est surtout ça. Quand vous êtes le meilleur au monde, vous pensez que d'un seul coup, on vous doit quasiment tout. Donc ça, c'est vrai que c'est une mauvaise partie de ma vie, mais justement... je pense que même si ça a été tardif, les révélations permettent au moins d'avoir la satisfaction d'essayer de faire avancer les choses. Mais pardonnez-moi, vous êtes champion du monde, vous avez été champion du monde. Est-ce que vous vous sentez un vrai champion du monde? Non, aujourd'hui non, puisque j'ai rendu ma médaille, mon maillot, et j'ai même été suspendu pour mes aveux. Mais de toute façon, la démarche était là. Moi, je reconnaissais m'être dopé, donc je rendais ce qui m'était... Jérôme Béglé. C'est incroyable. Il fait une révélation, il dénonce quelque chose pour rendre un peu plus propre et un peu plus regardable son sport, et c'est lui le coupable, il est obligé de rendre sa médaille. J'aimerais dire... qu'on repasse une deuxième fois sur le budget. J'aimerais, si vous le permettez, juste très brièvement dire quelque chose sur Lance Armstrong. Parce que, alors je sais qu'en France, il y a une sorte de cynisme ambiant où on dit il est automatiquement dopé, etc. Ça, c'est quelque chose, je pense que vous connaissez les États-Unis, j'imagine que beaucoup d'entre vous avaient dû y aller. Lance Armstrong est considéré aux États-Unis comme un véritable héros. Un véritable héros qui était vraiment, je crois qu'on peut le dire, vraiment à l'article de la mort et qui a survécu à un terrible cancer des testicules métastasé, etc., pour remporter ensuite 5 Tours de France. Ce qui me gêne un peu, Jérôme, ce qui me gêne même beaucoup, c'est que vous puissiez mettre en cause un champion de cette dimension. Je veux bien, peut-être que, quelles sont les preuves, où sont les preuves, mais Lance Armstrong, produit ou pas, est quand même un champion d'une dimension internationale exemplaire. Mais si c'est vrai, si c'est vrai, est-ce qu'il faut le dire ou pas? Quoi donc? S'il y a des preuves, mais où sont ces preuves? Où sont ces preuves? Lance Armstrong a dit lui-même dans un autre livre qui n'a rien à voir avec ce... S'il y a la preuve. Je vais terminer ma phrase. Est-ce qu'on touche pas au mythe? On touche pas au héros? Lance Armstrong lui-même a dit qu'il a pris, suivant la médecine, des produits recommandés par ses chirurgiens pour sauver sa vie. Il était à l'article de la mort. Si c'est vrai, c'est pas moi, je n'aime pas... Si c'est vrai, il faut le dire ou pas? Si c'est vrai et que ça concerne l'individu lui-même, Jérôme Ciotti, il faut le dire et je trouve que ça a beaucoup de courage. Voilà. Mais il ne faut pas parler des autres qui ne sont pas là. On touche au héros quand même. On touche au héros, on touche au mythe. Et ça leur donne peut-être... Jérôme Ciotti. Mais le problème, c'est la preuve ou la rumeur. Non, mais moi, la question va plus loin. S'il y a la preuve, est-ce qu'on parle du héros? On égratigne le héros ou pas? C'est ça la question. Moi, je voulais... Tiens, exceptionnellement, je prends la défense de Jérôme. Je pense que ce livre, c'est une psychanalyse et qu'en fait, ça vous a évité d'aller sur le divan du psy. Je suis certain de ça. Exactement. C'est une thérapie. Alors, Et ça m'a Jérôme Béglé, vous êtes journaliste à Paris Match et au Figaro Littéraire. Vous collaborez à l'émission Merci pour l'info sur Canal+, avec Emmanuel Chin. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Célébrièveté aux éditions Plomb. C'est un livre dans lequel vous critiquez la starisation d'inconnus. On a parlé des stars tout à l'heure, mais cette fois, ce sont des inconnus à la télévision, la télé-réalité. Cette nouvelle célébrité qui s'acquiert en ne faisant rien. En tout cas, c'est ce que vous dites. Oui. Le livre vient à peine de sortir. Ça démarre bien, parce que la télé-réalité a le vent en poupe en ce moment. Très concrètement, qu'est-ce que vous révélez dans votre livre?
Je reproche aux vedettes ou aux gens qui se considèrent comme des vedettes de ne plus remplir leurs fonctions. C'est-à-dire qu'autrefois, Marlon Brando, Greta Garbo, Marlène Dietrich, c'était des étoiles inaccessibles qui choisissaient bien leur rôle et qui choisissaient avec beaucoup de discernement leurs apparitions. Aujourd'hui, lorsqu'un chanteur, un acteur vient sur un plateau de télé, c'est pour en faire le minimum, c'est pour chanter sa chanson en lisant sur un prompteur ou sur un grand panneau les paroles, c'est pour répondre du bout des lèvres à 3 questions. Ces gens-là ne se conduisent plus comme des stars. Dès lors, je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas à monsieur, madame, tout le monde de devenir des stars. Donc la télé-réalité, en soi, ne me gêne pas. Puisque les vedettes ont failli, très bien, remplaçons-les par des gens, dans un premier temps, beaucoup moins capricieux et qui, finalement, n'en donneront pas moins à la télévision. C'est surtout contre les vedettes que j'en ai. Mais donc, tous ces gens issus de la télé-réalité, vous dites en gros, ça ne va pas durer et mon Dieu, ce ne sont pas des vraies stars. L'histoire de la télé-réalité, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est un petit peu difficile de regarder dans le rétroviseur. Néanmoins, ces gens-là ont acquis une immense notoriété sans rien faire. Ils ont a priori aucun talent sportif, aucune performance vocale, aucune performance intellectuelle. Vous exagérez un peu, Nolwenn, elle a une belle voix, Jennifer aussi, elle s'en sort pas mal. Vous l'avez entendu chanter en direct, Nolwenn Nolwenn, oui, je l'ai déjà entendu chanter sur un de mes plateaux d'ailleurs. Elle a une belle voix, mais par rapport à Hélène Ségara, je pense que vous préférez tous Hélène Ségara à Nolwenn. Alors, vous parlez d'une émission, il y a plusieurs sortes de télé-réalité. Il y en a une qui consiste à aller détecter des talents méconnus chez des gens qui n'ont pas accès généralement à la télévision. Pourquoi pas? Je pense que c'est, d'ailleurs, on sort de la télé-réalité en parlant de ça. Je pense à d'autres émissions où on a filmé à ne rien faire des gens pendant des semaines, des mois. Le Loft, par exemple, et où après, ces gens-là ont, de façon tout à fait, à mon avis, pas naturelle du tout, sont devenus des vedettes. Bon, qu'en faire après? Que faire de cela après? Ils sont très ennuyés avec ça, parce qu'ils n'ont pas de talent. Donc, n'ayant pas de talent, on leur dit chanter. Mais chanter, vous me demandez de chanter, je fais fuir tout le monde. Je fais pleuvoir pendant 3 mois. Jouer, comment jouer? Bon, donc, ils ont acquis le plus difficile. Ce qui était autrefois le plus difficile, c'est je suis célèbre. Mais qu'est-ce qu'on est encombré avec cette notoriété? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? On a 2 solutions. Ou on surfe sur la vague, j'aime pas cette expression, mais c'est ce qu'il y a de plus parlant. On est invité dans les boîtes de nuit, on se fait payer des fringues, on se fait offrir des voitures, ça dure ce que ça dure. Ou après, on essaye de commencer un métier public par le bas. Mais là, vous décevez tout le monde parce que comment se fait-il que cette période, cette Loana que j'ai adorée, pourquoi est-ce qu'elle prend des cours de chant? Elle ne devrait pas en prendre puisque normalement elle est déjà une vedette. Donc ils sont coincés, encombrés de cette notoriété, ils n'ont plus rien à faire et 1 mois après, 1 an après, ils s'écroulent. Je les plains. Vous dénoncez aussi l'engouement des gens pour la télé-réalité. C'est vrai que ce sont des émissions qui marchent bien. Braquer des caméras sur n'importe quel chien à la SPA, vous en ferez le toutou préféré des Français. C'est dur, là. C'est ça. Non, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est la télévision qui crée les stars, c'est plus la performance. Il y a plein de raisons pour ça. On passe à peu près 2h30 par jour, chacun d'entre nous ici, à regarder la télévision. Bon. Oui. Donc, on en prend. On en regarde beaucoup, on en laisse un peu, mais on en prend beaucoup. Dès l'instant où les gens passent à la télévision, ils deviennent estimables. C'est aussi, d'ailleurs, à mon avis, une grande crise de société. La performance par le travail ou l'enrichissement, en France, par le travail, ça n'existe plus. L'éducation nationale, qui devrait être quand même moyen de s'élever dans la société, ça a failli. Donc quoi? Pour avoir l'air estimable, la nouvelle machine égalitaire, le nouvel ascenseur social, c'est la télévision. Je suis malheureux dans ma famille, je suis malheureux dans mon quartier, on m'a fait comprendre que j'étais un peu aux franges de la société. Je vais vous prouver, je vais devenir une star. Je suis SDF aussi, parce que maintenant il y a des SDF aussi dans les émissions. Je vais vous prouver, je vais devenir une star, j'apparais à la télévision. Malheureusement, ce n'est pas la forme de célébrité que l'on connaît, celle d'Alain Delon, celle de sportifs qui ont mérité notre admiration. Et vous n'êtes pas tendre aussi avec les vraies stars, entre guillemets, parce que vous dites finalement, les vraies stars, elles s'habillent n'importe comment quand elles sortent et elles cassent le mythe. C'est ce que je dis, elles se comportent comme monsieur et madame tout le monde. Mais est-ce que les temps n'ont pas changé? Écoutez, on va en discuter avec justement votre Les temps changent, madame, oui, mais tout change. J'aime bien quand on m'appelle madame, c'est bien. Le journaliste et écrivain. Vous avez eu un doute? Gilles Martin-Chauffier, il pense que vous avez eu tort d'écrire ce livre et il va vous expliquer pourquoi, d'après lui, les stars de la télé-réalité sont de vraies stars. Voici Gilles Martin-Chauffier. Gilles, bonjour. Vous êtes également écrivain, vous êtes rédacteur en chef à Paris Match, vous avez un de vos journalistes en face de vous, vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est assez rigolo. Comment? Je vais me faire virer. Oh ben en ce moment, hein, vous savez. J'ai un journaliste qui essaye de tuer la poule aux œufs d'or, oui. Ça me Justement, c'est ça qui vous ennuie? Pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'aurait pas dû écrire ce livre? Non, j'ai dit, c'est pas que les stars de la télé-réalité sont des stars. Je dis, oui, c'est des vraies stars télé. Et les stars télé, c'est pas les stars de la littérature, c'est pas des stars du théâtre, c'est des stars qui passent.
quand j'étais un tout petit enfant, Jean Nouin était une star incroyable, plus personne ne sait qui c'est. Mes enfants, ma fille a 25 ans, mon fils 21 ans, Guy Lux, ça leur dit à peu près rien. Non, 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 c'est fini, vous croyez ça? L'autre jour, j'étais invité, parce que je sors un roman sur le plateau de Ardisson, qui a fait des astuces pendant la soirée sur quelqu'un qui était visiblement une star de la télé, qui avait présenté le journal de 20h, je ne connaissais même pas son nom. Et donc, il avait dû le présenter il y a 10 ou 12 ans. Et si on faisait la liste des gens qui ont présenté le journal de 20h, il y en a plein qu'on ne connaît plus. Bah donc, il n'y a pas de star à la télé, c'est très bien comme ça. Et donc, c'est pas un scandale que les stars de la télé-réalité ne soient pas des vraies stars, parce que la télé ne fait pas des vraies stars. Vous êtes pris... C'est le premier point que je voulais... Enfin, oui, répondez, oui. Vous êtes pris à votre propre piège, parce que dans votre roman, justement, le personnage principal de votre roman, c'est une star de la télévision, pas de la télé-réalité, de la télévision. Ça pourrait être Evelyne Thomas, sauf que c'est un garçon, donc il ressemble mais moi, à je fais pas de télé-réalité. Pas de télé-réalité. Non, mais c'est un présentateur de talk-show. Bon. Donc ça veut bien dire que les vedettes de télé, que ce soit leur profession ou qu'elles y apparaissent furtivement, sont devenues des gens extrêmement importants dans la société. Extrêmement important mais extrêmement passagers. C'est des célébrités intérimaires. Ils sont désintéressés. Ah, mais c'est pas pour ça qu'on ne s'intéresse pas. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans le phénomène de la télé-réalité, il ne faut jamais avoir des raisonnements par catégorie. C'est le drame de la pensée, c'est le raisonnement par catégorie. La télé-réalité, il y a plein de choses. D'ailleurs, Jérôme l'a abordé tout à l'heure. Il a dit Star Academy, grosso modo, c'est bien. Et c'est vrai que c'est une façon très originale de renouveler les spectacles de variété. Moi, je trouve que Love Story, je trouve que c'était un spectacle très intéressant. Et je trouve que c'était très proche. Et nous, d'ailleurs, Jérôme le sait bien, parce que maintenant, il prend ses distances avec la télé-réalité. Et dans son livre, qui est très drôle, il y a des tas de choses très bonnes. Mais on a quand même fait des couvertures dans Match avec la télé-réalité, avec Love Story. Love Story, c'était un peu le principe, d'une certaine manière, du théâtre du XVIIe siècle. C'était, finalement, unité d'action, unité de lieu, unité de temps. Le temps étant la durée des 3 mois. Et à l'intérieur de Love Story, la télé-réalité, ce n'est pas fait par des nouilles, c'était fait par des gens très intelligents. Ils avaient une façon bien particulière de présenter les uns et les autres. Laure, qui était la petite brune piquante, elle était présentée toujours de la même manière. C'était la sale petite peste. Et on la voyait toujours elle parlait avec Nelson, Nelson, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et puis après, elle avait parlé avec Jérôme en disant non, Nelson est con, c'est Jérôme. Lors de l'acte, elle a déchanté après, elle le dit souvent d'ailleurs. Oui, mais lors de l'acte, c'était la façon dont elle a choisi de la présenter elle. Et ça marchait puisqu'on la présentait tout le temps comme ça. Les autres, il y avait celle qui était la petite romantique, etc. Donc je trouve qu'il y avait un vrai travail sur Love Story. Et je trouve que... Voyons les émissions de télé-réalité comme la face visible d'un grand phénomène de société. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, ce qui me sidère, c'est qu'il y a entre 15 et 20 000 personnes qui passent le casting de toutes les émissions de télé-réalité. Quelle manifestation en France rassemble entre 15 et 20 000 personnes pour sauver la retraite, nos retraites ou la sécurité sociale? Rien. Ça veut bien dire quand même que les priorités ont changé. Ça veut bien dire quand même qu'on est dans une société extrêmement individualiste. Comment refuser de devenir rapidement riche et célèbre? Mais parce que ça vous rend pas riche et célèbre. Les gens de la première version... Serena qui a gagné Nice People, elle a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. On en reparle dans 2 ans. L'individu type de la télé-réalité, c'est quoi? C'est la personne qui vient d'un milieu plutôt défavorisé. On lui promet 5 000, 6 000, 10 000 euros. Une fortune. Ce que ça prouve d'une certaine manière, c'est que ce n'est pas la télé-réalité qui est cruelle, c'est la réalité qui est cruelle. Et la société dans laquelle on vit est très cruelle. Et c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes. La société est très fermée. Moi, j'ai mes enfants qui sont à cet âge-là. J'ai tous leurs copains entre 20 et 25 ans. Je peux vous dire qu'on trouve plus facilement du travail en France. Et tous ces jeunes, d'une certaine manière, la télé-réalité, c'est une façon de s'échapper. Et quand Jérôme, dans son livre, dit on leur parle de façon humiliante, on est odieux avec eux, etc., j'ai envie de lui dire, mais tu ne connais pas la société telle qu'elle est. On parle tout le temps aux jeunes de façon humiliante et on n'entre pas comme ça dans la société française. Mais j'ai pas envie qu'on montre ça en exemple à la télévision. J'ai envie de dire aussi, est-ce qu'à une époque, parce qu'on parle souvent des télécrochets ou des radiocrochets, d'abord des radiocrochets, il y en avait avant, Mireille Mathieu, elle était découverte comme ça, puis de l'époque de Yéyé, moi je me souviens, c'était l'époque de ma mère, il y en avait des gens qui défilaient et 5 minutes après, on ne les voyait plus non plus. Mais c'est simplement une adaptation moderne du feuilleton. Du feuilleton qui soit ou la forme du radiocrochet. La célébrité, ça a un peu toujours existé, non? La célébrité, il se trouve qu'il y a 20 ans, à la période des yéyés, la célébrité, c'était un cortège de choses très agréables, mais ce n'était pas aussi encombrant et aussi énorme que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, tout ce qui est attaché à votre apparition à la télé, c'est absolument énorme. On va vous reconnaître dans la rue. Votre boucher vous donner un morceau de viande supplémentaire. J'aimerais bien. Mais aussi, on va vous traiter de grosse vache ou putain, elle est moche, elle est laide. Bon, c'est comme ça. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, tous ces dérapages de la célébrité et des passages à la télévision n'étaient pas aussi forts. Bon, donc il faut aussi maintenant savoir doser les choses. Je trouve pas normal non plus. On a parlé d'une émission qui s'appelait J'ai décidé de maigrir. On perdait entre 5 et 20 kilos. Certaines perdaient 20 kilos, d'autres ne les perdaient pas.
Ces filles-là étaient humiliées pendant 6 mois. Regarde, c'est celles qui... Gardons une petite distance là-dessus, c'est tout. Alors, on va juste dire un mot de votre livre, Silence en ment, puisque vous avez évoqué un petit peu le sujet, Jérôme Béglé. Silence en ment, c'est aux éditions Grasset, Gilles Martin Chauffier. Également, Johnny le rebelle amoureux, dernier livre de... Auquel donc il a coopéré de façon très sympathique, très généreuse, très sincère. Ah bah, vous avez l'imprimature. Questions. Même pas, il n'a pas exigé de relire le texte. Il m'a dit tout ce que je demande, c'est exact dans les faits rapportés. C'est tout. La seule exigence, c'était sur les photos, les cahiers photos, donc ils sont inclus dans le Et il vous a pas fait de procès, donc tout va bien. Ce qui était un peu vexant, parce que comme je disais l'autre jour, c'est vrai que d'avoir choisi les images à ma place, ça prouve que ça rejoint un peu ce que Béglé disait, qu'aujourd'hui, c'est quand même l'image qui domine sur le fond, quoi. Et, bon, enfin, Johnny le rebelle amoureux, donc votre dernier livre, Bernard Mollet. Et puis, on m'a dit de ne pas le dire également, de Paul Vermus, aux éditions L'Archipel, où vous balancez un peu, mais gentiment, sur tous les gens, finalement, qui sont mais je balance ce que j'ai vu. Voilà, c'est toute la différence. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de ces livres où vous dites dire la vérité, votre vérité, la vérité. Je ne sais pas, vous ferez votre libre opinion en regardant l'émission. Merci à vous d'être venus contredire nos invités. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.